Douce France vous propose aujourd'hui de faire un joli détour par l'Alsace, la plus petite des 22 régions françaises de la métropole. Pierre, Florent et Anna partageront leurs émotions de grimpeurs sur les parois des châteaux des Vosges du Nord. Dans le Grand Ride, Patrick le batelier dévoilera les secrets de l'Ill, une rivière préservée. À Muttersols, Michel, le dernier des Mohicans tisserands, contera l'histoire perdue des Kelch, qu'il continue à fabriquer coûte que coûte. À Sélestat, l'heure sera à la fête pour le grand corso d'été. Puis direction Ungersheim et son incroyable écomusée où le patrimoine alsacien reste bien vivant. Au pied du petit ballon d'Alsace, Guy Le Marquer défendra deux institutions locales, le Münster et la ferme auberge. Point d'orgue de ce voyage enfin, avec Antoine, qui nous livrera tous ses bons tuyaux. En route! Notre voyage débute à l'extrême nord du département du Bas-Rhin, à la frontière avec l'Allemagne. Au creux du somptueux paysage qu'offre l'immense forêt des Vosges du Nord se cachent bien des trésors. En voici un, le château fort du Fleckenstein, fièrement dressé depuis le XIIe siècle sur son piton rocheux. La forêt s'étend à perte de vue, écrin sauvage de ruines vertigineuses et romantiques. Celles-ci appartiennent au château du Schöneck, objet de la passion d'un jeune tailleur de pierre, Jacques, et de tous les membres de sa joyeuse bande. J'ai découvert le château quand j'étais enfant, avec mes parents, on venait se promener ici. Et de fil en aiguille, au fil des ans, je suis venu de plus en plus souvent jusqu'à créer une association pour vraiment m'occuper du site. Et à partir de là, se sont greffées quelques personnes. C'est assez anarchique l'organisation du site, mais chacun donne un peu son avis. C'est pas anarchique, c'est quand même plus ou moins organisé. Il y a une assemblée générale par an. Delphine, elle parle vachement bien. Ouais, c'est ça. Les travaux ont commencé à la sauvage, sans aucune autorisation. Aujourd'hui, ils sont subventionnés. Une juste récompense pour l'œuvre titanesque accomplie depuis 12 ans. Sans Jacques et ses amis, le château se serait probablement effondré. Au départ, pour choisir une zone ou l'autre, on a simplement recherché un bel endroit qui nous intriguait. On a commencé à gratouiller et puis on s'est aperçu qu'on pouvait consolider un mur. Et de fil en aiguille, on évolue dans le site en fonction des besoins en temps réel, des murs qui s'effondrent, etc. À mon avis, il faudra plus d'une génération pour arriver à bout du site, là, pour consolider tout ce qu'il y a à consolider. Ouais. Alors, attends, je cherche une réponse aussi. C'est l'instant magique, c'est Pierre. Le rêve est infini. Il faut motiver. Attendez, pas tous à la fois. On est fiers de participer à l'histoire du château. Ah ouais, ça c'est bien, ça. Pierre après nous. Ouais. On est fiers de participer à l'histoire du château et mettre notre pierre à l'édifice, même si on sait qu'on aura du mal à en arriver à bout. Waouh, c'est nul. Okay, bon, alors attends. Ouais. Quelqu'un pourrait construire une phrase à ma place, là, je fatigue. Le maître mot dans l'association, la motivation. À chacun la sienne, que ce soit le grand air, la cuisine ou bien sûr l'huile de coude. On peut reprendre une question là. Ouais.
Chaque week-end, on fonctionne en petits groupes, donc c'est 4-5 personnes. Les belles journées d'été, on peut être quand même plus nombreux, parfois 10-12. Mais c'est vrai qu'il est bon d'avoir du sang neuf parfois, et c'est vrai qu'on est vraiment à la recherche de bénévoles, comme toute association. C'est pas obligatoirement que pour faire la maçonnerie et que faire la fouille. Il y a besoin de tout, de petites mains, pour tous les travaux. Hein. Que serait-ce que du brossage de pierre, des fouilles. Discuter avec les touristes. Discuter avec les touristes, les accompagner. De tout âge. Des filles, des garçons. Les enfants. Des enfants. Ouais. À quelques kilomètres du Schöneck, les 2 hautes piles de grès du vieux château de Winstein. Le grès est omniprésent dans les Vosges du Nord. Cette roche poreuse qui absorbe l'humidité offre un grand confort de grimpe. Des qualités qui sont pour beaucoup dans le succès de l'escalade sur les falaises de la région. Toutefois, ce sont les Allemands du Palatinat voisin, l'un des berceaux de la Varappe dans le monde, qui ont ouvert la voie. Il y en a près de 2000 aujourd'hui. Pierre est l'un des meilleurs grimpeurs français, et c'est notamment sur ce spot réputé en Alsace qu'il s'est découvert, comme ses amis Anna et Florent, une véritable passion pour l'escalade. J'ai commencé tranquillement pendant les vacances scolaires. Et après ça, je suis devenu accro tout simplement. Vraiment, il y a un palier comme ça qui se franchit et c'est fini après. On ne va plus reculer, c'est comme s'il n'y avait plus de retour en arrière en fait. Et du coup, voilà. On est tous accros. Le plaisir de l'escalade, c'est celui du geste, de la concentration. C'est aussi celui d'être ensemble et de s'assurer les uns les autres. L'assureur, c'est la personne qui vous retient en cas de chute. Donc si la personne fait une erreur, on peut très bien mourir. Donc il y a tout un apprentissage de la responsabilité. C'est vrai que quand on est sur un terrain de foot, il y a d'autres enjeux, hein, ça peut être intéressant, mais on a rarement la vie d'une personne entre les mains quand on fait du foot ou du ping-pong. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est évidemment, quoi. Les hommes sont beaucoup plus forts, ils sont plus bourrins, on va dire, comme ça. Alors qu'en fait, nous, on est beaucoup plus dans la finesse. Et du coup, on est beaucoup plus technique, on est beaucoup plus souple aussi. On a quand même des facilités de souplesse, majoritairement, hein, mais je connais des femmes qui ne sont pas du tout souples. J'y vais. Les grimpeuses les plus fortes au monde sont quasiment du niveau des grimpeurs les plus forts du monde. Donc c'est très très rare que dans une activité sportive, quelle qu'elle soit, il y ait aussi peu d'écart entre les deux sexes finalement, quoi. C'est aussi une école de l'échec, hein. Il faut savoir échouer dans la vie, comme en escalade. Et on grimpe depuis tous très longtemps. Et je pense qu'on a certainement autant, voire plus d'échecs que de réussites, quoi. Et les échecs, après, a posteriori, on arrive aussi à les positiver aussi en nous disant, voilà,
l'échec nous rend meilleurs par moment, quoi. Contrairement aux autres châteaux, celui de Lichtenberg a résisté 7 siècles durant aux guerres et aux destructions. À proximité se trouve la carrière de grès rose de Rothbach. Si elle n'a pas directement fourni les pierres des châteaux des Vosges du Nord, elle a néanmoins servi à la restauration de la cathédrale de Strasbourg. Nous quittons la forêt pour la plaine d'Alsace, une riche campagne où l'on cultive le maïs, le colza, mais aussi le chou à choucroute et le houblon. Au cœur de cette Alsace bénie, entre les cours de Lille et du Rhin, s'étend ce qu'on appelle le Grand Ride. À l'origine, le Grand Ride était une zone de 200 km² de terre, noyée sous les eaux de l'Ille et du Rhin en crue. Aujourd'hui, le fleuve est canalisé et le Grand Ride a reculé. Fort heureusement, ces paysages de prés inondables et de forêts tunnels à la végétation luxuriante sont encore visibles le long de l'Ille, entre Colmar et Benfeld. Ce milieu spécifique abrite encore une faune et une flore typiques. Durant des siècles, l'homme a su tirer profit du Ride et de la rivière, dont les abords étaient densément peuplés. Aujourd'hui, l'île coule des jours paisibles qui font la joie de Patrick, le batelier, ambassadeur de son petit coin, comme il se décrit lui-même. Un petit coin dont il aime à faire découvrir l'histoire et la nature au cours de longues balades au fil de l'eau. Cette rivière, c'est l'artère de l'Alsace. Hein. Même le nom Alsace, en alsacien, on dit Elsos. El, ce serait la rivière, et Sos aurait peut-être une origine celtique qui voudrait dire devant la falaise, sous-entendu devant les Vosges. Hein. Donc c'était l'autoroute autrefois de tous les bateaux qui naviguaient entre Colmar et Strasbourg. Et puis c'est une rivière en fait qui relie toutes les grandes agglomérations alsaciennes comme Mulhouse, Colmar, Sélestat, Benfeld, Irstein, Strasbourg. Donc elle se jette dans le Rhin à Gamsheim au nord de Strasbourg au bout de 217 km de longueur. La rivière, elle change tous les jours, hein, donc le niveau d'eau peut monter, peut baisser. Et puis ce qu'on rencontre sur la rivière, c'est assez varié. On peut voir du héron, on peut voir du cygne. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc c'est très variable. Tiens, là on entend le pic vert. Tchouk, 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 tchouk. C'est typique du pic vert. On appelle aussi Grünspecht en allemand. Économiquement, son rôle, c'était surtout du Moyen-Âge jusqu'en 1870. En fait, on transportait le vin entre Colmar, La Hathof et Strasbourg, ancienne douane. En général, on mettait 3-4 jours à naviguer de La Hathof en La Hathof. Le La Hathof, ça veut dire la cour de chargement. Et puis, parfois, on mettait un peu plus de temps parce que, comme il y avait du vin à bord, ben, on allait à gauche et à droite, histoire de siroter un coup. Hein. Je suis quelqu'un du cru, je suis natif de mon village, j'ai jamais bougé en fait, hein, donc je suis un sédentaire.
Je suis né au bord de l'eau, je suis tombé à l'eau. Peut-être qu'il y a 200 ans, j'étais déjà batelier dans une autre vie, hein, qui sait. Je suis un passionné, tout simplement. J'ai toujours aimé l'eau, le bois, et puis j'en ai fait mon métier. J'ai ça dans les tripes, alors j'essaye de vraiment communiquer, je veux dire, ma passion. Patrick est le dernier Kalfa enregistré à la Chambre des métiers d'Alsace. Le Kalfa est celui qui fabrique les barques traditionnelles et les gaffes, ces longues perches qui servent à propulser et à diriger l'embarcation sur la rivière. Cette embarcation, c'est une barque de Lille. On appelle ça la nef de Lille, à Illernorl en alsacien. Le fait qu'elle soit à fond plat, cette embarcation, permet aussi de se déplacer sur des endroits très peu profonds, des hauts fonds. Dans la rivière, vous avez des endroits parfois où il n'y a que 20 cm. Et quand on est lourdement chargé, ça s'enfonce que peu dans la rivière. Ça varie la profondeur dans l'île de 20 cm à 5 mètres quand même. Alors je ne sais pas si c'est bon signe de voir un cygne, quoique c'est un signe. Non content d'être une force de la nature, Patrick est aussi un excellent pêcheur. Ça, c'est un bon lancer. Donc là, il s'agit d'un petit épervier. Et on tire. Donc avec ça, on peut attraper du poisson blanc. Ça peut être des ablettes, du gardon, des goujons, de la vandoise, du chevenne. Donc c'est des poissons qui ne sont pas dits nobles, comme les carnassiers, comme le brochet, le cendre. Ce paysage a été menacé à partir des années 70 à cause du maïs. Le maïs a commencé à grignoter ce paysage essentiellement à vocation pastorale, donc que des prairies. Alors il a fallu se battre pour maintenir un maximum de prairies en zone inondable. Et puis on a mis en avant aussi la qualité de la nappe phréatique. Donc vous conservez des prairies, vous avez aussi une eau potable de très bonne qualité en fait. À quelques kilomètres plus au nord, toujours au bord de l'île, l'église abbatiale d'Ebersmünster est l'un des joyaux du Ride. Elle se signale de loin par ses 3 clochers à bulbes, typiques de l'architecture baroque alsacienne. Plus à l'est, le Rhin majestueux égrène ses vastes écluses, comme celle de Rhino. Non loin, Notre-Dame de Neunkirch est un haut lieu de pèlerinage dédié à la Vierge depuis le XVe siècle. Autre curiosité locale, les vieux séchoirs à tabac de Friesenheim. Direction à présent, le village de Muttersolz. C'est là que vit et travaille Michel, le dernier des tisserands du Ride, grand maître du Kelch.
Le kelch, c'est les tissus anciens que les gens des maisons, des fermes, etc. utilisaient dans le temps pour les lits. C'est des carreaux très typiques, bleus, rouges, en lin, en chanvre, qui se sont faits jusqu'à fin du 19e et très typiques à la région. L'origine de tous ces ateliers, c'est les cultures de lin. Parce que pour la culture du lin, du chanvre, il fallait énormément d'eau, comme il y en a plus qu'il n'en faut. De ce fait-là, il y a eu beaucoup de tisserands qui se sont installés, surtout au XVIIe siècle. Après, au XIXe, ils se sont progressivement convertis au tissage du coton. Finalement, de grosses industries se sont implantées à une trentaine de kilomètres d'ici et les petits ateliers qui étaient là ont du mal à subsister. Les ancêtres de Michel étaient tous tisserands. Il sera le dernier de sa lignée, même si ses fils se sont initiés à son métier qu'ils reçoivent comme un héritage culturel. Début du XXe siècle, ils ont trouvé un autre moyen de subsistance, c'est de travailler à façon pour l'industrie, c'est-à-dire faire des toutes petites séries pour eux. Et puis jusqu'en 1965 à peu près, ils ont pu subsister de cette manière-là. Après, progressivement, tous ces ateliers se sont arrêtés, ils ont fermé. L'industrie s'est beaucoup modernisée et les petits artisans n'ont malheureusement pas pu acheter les machines modernes et puis ils ont arrêté leur activité progressivement. On peut me considérer maintenant comme un irréductible, mais bon, c'est parce que tous les tisserands qui ont cessé leur activité dans les années 60 sont tous décédés. Le langage qui va avec a disparu aussi. Préparer la chaîne, c'est cette là. Les enrouler sur le rouleau, c'est Umbaim. Je peux là plein de mots très typiques. La carte perforée fonctionne en fait comme un orgue de barbarie. Il y a des petites aiguilles qui vont tomber dans les trous perforés et puis qui vont lire. Tout ça c'est relié à des cadres où les fils passent dedans. Et ces fils vont monter de ce fait-là, ils vont s'écarter, ils vont monter, descendre. Et parfois, ils se mettent au-dessus dans le tissu et parfois, de ce fait-là, ils se mettent en dessous dans le tissu. Et c'est ce qui forme le dessin. À Sélestat, chaque deuxième samedi du mois d'août, se tient un événement que tous les habitants attendent avec impatience. Le Grand Corso Fleuri. Un moment de réjouissance pendant lequel artistes de rue, acrobates, fanfares, groupes folkloriques d'ici et d'ailleurs envahissent le centre-ville. C'est l'un des plus grands carnavals de l'Est de la France. Le clou du spectacle est le passage des traditionnels chars, entièrement réalisés en fleurs de dahlia. Près de 500 000 sont utilisés chaque année. Et cela dure depuis 1929. Nichée au cœur de la ville, l'ancienne halle au blé abrite depuis 1889 une autre institution de Sélestat.
La bibliothèque humaniste, l'une des rares en Europe, dont le fond jamais dispersé est resté intact depuis la Renaissance. Ce fonds prestigieux est issu de la réunion des bibliothèques de l'école latine de Sélestat et de l'humaniste Beatus Rhenanus, un ami intime d'Erasme. Ces collections sont inestimables. 450 manuscrits, dont le plus ancien est un lectionnaire mérovingien du 7e siècle. Le fonds comporte aussi 550 incunables, les premiers livres imprimés au 15e siècle, et 2500 autres imprimés au siècle suivant. Les ouvrages les plus précieux sont gardés sous clé. Les spécialistes de la Renaissance rhénane viennent de toute l'Europe pour les consulter. Louis XIV dit un jour « De tous les diamants de la couronne de France, le plus beau est la forteresse du Rhin ». Il parlait de Neuf-Brisach, étonnante ville octogonale fortifiée, signée Vauban évidemment. Au nord de Mulhouse, au cœur du pays de l'Oxenfeld, la petite commune d'Ungersheim abrite un village pas tout à fait comme les autres. L'écomusée d'Alsace est le plus grand musée à ciel ouvert de France et l'un des plus riches d'Europe. Véritable condensé du patrimoine et de la culture alsacienne, il rassemble près de 70 bâtiments venus de toutes les régions. Né de la passion de bénévoles en 1984, c'est aujourd'hui Pascal qui préside à sa destinée. L'enjeu au départ, c'était d'aider les personnes dans les villages alsaciens, notamment dans le Sundgau quand ça a démarré, les aider à transformer leurs maisons et à les préserver sur place. Simplement cet effort, ce travail conceptuel également qu'il fallait faire sur ces maisons, n'était pas assez rapide pour les gens et qui continuaient leur destruction massive. Alors ils ont eu une fulgurance. C'était de démonter les maisons, de les stocker, et puis de se dire on arrivera bien un jour à les remonter, à les reconstruire quelque part pour les présenter, les préserver. Ce mouvement massif de déconstruction des maisons est essentiellement dû à des raisons d'abord sociétales, c'est-à-dire que globalement, la société voulait éliminer tout ce qui était d'ancien dans les années 70-80. C'était le modernisme à la Pompidou. Et le modernisme apportait des nouvelles matières, le formica, le plastique, le confort moderne, l'électricité, l'eau courante. Et c'était l'une des raisons de la destruction massive des maisons alsaciennes, avec évidemment en plus la difficulté qu'il y avait de restaurer ces maisons en les préservant et en intégrant du confort moderne à l'intérieur. L'écomusée, comme tout village d'Alsace, a ses rues, ses chemins, ses places, sa rivière. Il rassemble toutes sortes de bâtiments d'époques variées. Leur point commun est d'avoir une spécificité architecturale qui les a sauvés d'une démolition programmée. Déconstruire des maisons alsaciennes est une tâche relativement aisée, de par la nature même des bâtiments en Alsace,
qui sont des maisons à colombage, en poutrage, en charpente, et donc qui sont des biens mobiliers, à l'inverse d'un bien immobilier, c'est-à-dire qu'on peut les déconstruire, on peut les démonter et on peut les remonter. Par le passé, les exploitants agricoles, les agriculteurs, étaient rarement propriétaires de leur terrain. Et lorsque leur contrat de fermage, leur baux de fermage était achevé, eh ben, ils devaient partir. Et ils ne pouvaient quand même pas partir sans leurs biens, donc ils déconstruisaient leur maison pour pouvoir éventuellement la reconstruire ailleurs. Depuis peu, certaines maisons de l'écomusée accueillent des familles. Elles y revivent la vie de leurs occupants du siècle dernier grâce à des reconstitutions très fidèles. De la moissonneuse-batteuse et du mobilier, tout ce qui est dans le musée a été donné la plupart du temps par les Alsaciennes et les Alsaciens. Toutes les semaines, des Alsaciens, des Alsaciennes viennent ici, déposent des objets en disant « c'est beaucoup trop précieux, beaucoup trop important pour qu'on le communique simplement, qu'on le transmet à nos enfants, on va le transmettre au collectif pour que réellement il soit protégé et présenté aux uns et aux autres. » L'écomusée ne veille pas seulement sur ces vieux colombages. La cigogne, cet oiseau emblématique qui a bien failli disparaître dans les années 70, y est ici chouchoutée. Résultat, on y trouve la plus importante colonie de toute l'Alsace. L'écomusée préserve aussi les savoir-faire traditionnels, certains ayant presque disparu aujourd'hui. Le but de la visite est que chacun vive une expérience personnelle, pour en tirer peut-être quelques leçons de vie. À quoi l'écomusée d'Alsace sert aujourd'hui? Lorsqu'on observe la crise actuelle économique et sociale, on voit bien qu'on ne vivra plus les 50 prochaines années comme on a vécu les 50 dernières années. Et alors peut-être, l'évocation de comment on vivait il y a un siècle peut peut-être nous servir à imaginer le futur. Il ne s'agit pas de restauration, de revenir en arrière. Il ne s'agit pas de passéisme. Il s'agit d'observer, d'écouter, d'entendre pour imaginer autre chose et raisonner ensemble un autre futur. L'essentiel n'était pas de consommer plus, mais simplement de vivre des choses. Ce sentiment de simplicité, de bonheur latent, c'est peut-être ça qui reste derrière. C'est pas une autre vie plus facile, certainement pas plus facile, mais une capacité à se réjouir et à vivre des choses différemment qu'aujourd'hui on a peut-être oublié ou perdu. En 1987, l'écomusée a fait l'acquisition des imposants vestiges du carreau Rodolphe. Au début du XXe siècle, on découvre un immense gisement de potasse dans le sous-sol de la région de Mulhouse. Durant des décennies, les puits comme celui-ci vont pousser et la production exploser pour atteindre 13,5 millions de tonnes en 1974. Ce site, qui employait près de 1000 ouvriers, a fermé il y a 35 ans déjà. C'est l'un des mieux conservés en Europe. Des projets de réhabilitation ont été lancés,
le carreau pourrait devenir un centre historique dédié à une aventure industrielle qui a marqué toute la région. Notre voyage nous emmène à présent en montagne, dans les Hautes-Vosges, au pied du petit ballon d'Alsace. Au creux des prairies naturelles des Hautes-Chaumes, pâturent les vaches à la belle saison. Ici se niche une institution régionale, la ferme auberge. Le dimanche, on vient y déguster le fameux repas Marker, où le Münster tient une place de choix. À l'auberge du Kallenwasen, Guy et sa famille maintiennent avec humour et simplicité cette belle tradition d'accueil. Les fermes auberges telles qui sont dans la vallée de Münster ont été créées dans les années déjà fin 1800. C'est une idée des femmes qui voyaient souvent partir leur mari apporter les fromages en ville. Et puis évidemment, ils revenaient peut-être pas toujours. Parfois, ils dépensaient même une partie des sous pour un peu s'amuser. Donc les femmes, au bout d'un moment, elles ont dit c'est fini maintenant. On va faire venir les gens chez nous, comme ça, nous, on n'aura plus besoin de descendre. Et les gens, à partir de là, la ferme auberge est née. Parfait. Mais, au fait, un marker, qu'est-ce que c'est? Le mot marker vient du mot malger, qui veut dire trayeur. Et je pense qu'un jour, un Français a passé et il a entendu quoi, malger, et ça s'est transformé en marker. C'est très joli, c'est un peu presque romantique. Et c'est donc l'agriculteur de montagne qui transhume. Hein. C'est le gars qui l'été est en montagne et l'hiver, on va dans la vallée. La race locale du coin, c'est la race vosgienne. Agile, docile, belle, rebelle, mais une vache dynamique vraiment adaptée à notre climat. Allez, on se calme. Starni, hop. La fabrication du Münster commence avec la traite des vaches. On met le lait dans le chaudron, on chauffe à 32 degrés. On mélange le lait du soir qui est à demi écrémé et le lait entier du matin, qui nous donnera donc un fromage de 45-46% de matière grasse. On ajoute de la présure, une substance tout à fait naturelle qui vient de la caillette de veau, de l'estomac du veau. Une fois qu'il est caillé, on va le couper en petits cubes, c'est-à-dire le fromage va aller au fond et le petit lait va monter en surface. Après une demi-heure, on va enlever le petit lait. On va donner ça aux cochons parce qu'en même temps, on a des cochons, comme on fait notre charcuterie, une grosse partie nous-mêmes. Donc rien n'est perdu dans une ferme comme ici, rien n'est perdu. Tout est utilisé de A à Z et ce qui n'est pas, ce sera pour les cochons. Le Münster est un fromage à pâte lavée. Et c'est comme ça qu'il mûrira. Donc tous les 2 jours, je le lave et je le tourne. Et au bout d'une lune, en gros 4 semaines, le Münster est mûr, prêt à être dévoré. Les fermes auberges, tout ça, ça permet en fait de garder l'agriculture de montagne déjà authentique. Et en même temps, ces traditions permettent à l'agriculture de montagne de survivre.
parce que ce n'est plus trop évident, vous voyez bien le prix du lait, et ainsi de suite. Donc nous, là-haut, les marquaires, on transforme tous nos produits, donc on a une petite plus-value forcément sur le lait, heureusement, mais ça demande un travail considérable, c'est des journées entières de boulot, mais en même temps, on aime ça, ça permet de garder l'authenticité et l'agriculture de montagne qui, économiquement, a besoin de gens comme nous, que ça continue. Mais en tout cas, je continuerai à travailler traditionnellement. Après, tous les autres, choses superflues, portables, Internet, non, ça, on va pas aller dans ce sens-là. C'est super, ma montagne ne capte pas ça. Et ça me fait bien plaisir. Je sais pas si c'est bon, mais ça, j'avais envie de le dire. C'est bien. À 1424 mètres d'altitude, le Grand Ballon d'Alsace est le point culminant des Vosges. Il offre au sommet un panorama saisissant sur la forêt noire allemande, le Jura et parfois les Alpes. Dissimulée au fond de son vallon, à l'abri dans son écrin de verdure, l'ancienne église abbatiale de Murbach est l'un des plus beaux édifices romans d'Alsace. Sa fondation remonte au 8e siècle. Plus au nord, en Pays Welsh, on a toujours ignoré le dialecte alsacien. Les noms ont ainsi une consonance française. Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbet. C'est précisément dans le petit village d'Orbet qu'Antoine, fils et petit-fils de fabricants de tuyaux d'orgue, a choisi de s'installer en 1980. Naturellement, il a fait de la facture d'orgue son métier. Un métier intimement lié à la culture alsacienne. C'est le berceau de la facture d'orgue, l'Alsace. Avec le parc instrumental que nous avons, je crois que c'est la région de France qui a le parc le plus important. C'est certainement lié bien sûr à la culture et aussi à la pratique religieuse, parce que bien sûr l'orgue a sa place première dans les églises. Quand on construit un orgue, c'est vrai, c'est une aventure parce que nous fabriquons l'orgue de toutes pièces. Depuis les tuyaux jusqu'au mécanisme, en passant par le meuble, c'est entièrement réalisé dans nos ateliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle facteur d'orgue. Le facteur fabrique, c'est celui qui fabrique ses pièces de façon artisanale. L'Alsace compte plus de 1200 orgues. Certains, vieux de plusieurs siècles, possèdent une sonorité exceptionnelle. Celui de Marmoutier, un Silbermann de 1710, est célèbre mondialement. C'est vrai qu'à travers les instruments qui font partie de notre patrimoine, les instruments anciens, c'est toujours une source d'inspiration pour les facteurs d'orgue. C'est d'autant plus intéressant que quand on voit la façon dont l'instrument a été construit avec des méthodes qui n'étaient pas forcément les nôtres et pas les mêmes connaissances, et le résultat qui était tout à fait probant. Ça laisse quand même réfléchir et des fois on se sent un peu humble devant les instruments qui ont été réalisés.
Si la majorité des tuyaux d'orgue sont métalliques, il arrive à l'équipe d'Antoine de confectionner des jeux entiers de tuyaux en bois. Alors, le fonctionnement des tuyaux en bois, c'est identique à une flûte à bec. C'est-à-dire que la flûte à bec, on peut faire plusieurs notes parce qu'on a les doigts pour boucher les trous. Tandis que là, on est obligé d'avoir un tuyau pour chaque note. Donc il y a une lèvre supérieure, une lèvre inférieure et un biseau. Donc lorsque l'air vient d'un moteur, arrive dans ce trou, passe entre le biseau et la lèvre inférieure et se fend sur la lèvre supérieure. Et là, on obtient le son. Antoine prépare une coulée de métal, un alliage d'étain et de plomb qui lui permettra d'obtenir les plaques destinées au façonnage des tuyaux. L'étain et le plomb varient en pourcentage dans l'alliage selon la sonorité recherchée. Un savoir-faire que peu de facteurs d'orgue détiennent encore aujourd'hui. En fait, c'est l'ensemble de ces connaissances de travail de matériaux qui fait que le métier est très complexe. Mais ces traditions artisanales, en fait, ont été retransmises dans les ateliers au fil des siècles, on peut le dire. On a très peu mécanisé la fabrication des orgues. Et chaque orgue, en fait, est une pièce unique. Et c'est pour ça qu'on les réalise effectivement de façon traditionnelle artisanalement. Sur les pentes ensoleillées des collines sous-vosgiennes, s'est implanté le fameux vignoble alsacien. Ces petits villages pittoresques s'étirent sur près d'une centaine de kilomètres du nord au sud. En Alsace, la forêt reste toutefois le paysage prédominant. Elle couvre près de 40% du territoire. La sylviculture revêt donc une importance toute particulière. Les forêts alsaciennes sont gérées à 80% par l'Office national des forêts, une exception régionale qui fait le bonheur des exploitants forestiers comme Maurice, soucieux de la préservation de ce beau patrimoine. On coupe ce que la forêt peut reproduire annuellement. On ne coupe pas plus. Et puis les rotations d'exploitation, on y repasse après 8, 9, 10 ans. Alors entre-temps, la forêt a le temps de se remettre en place et d'évoluer. Maurice travaille dans la forêt depuis l'âge de 14 ans. Abattre et débarder les arbres n'est pas de tout repos, mais il ne changerait de métier pour rien au monde, lui qui a vu les techniques évoluer radicalement. Mon père a débardé avec les chevaux, et puis moi j'ai encore fait à peu près 1 an et demi avec les chevaux. Jusque la mécanisation est venue, et puis voilà. On tassait les sols avec nos engins qu'on avait avant, qui faisaient 15-16 tonnes par machine. On faisait des ornières dans des zones sensibles. Et le câblement est venu un peu en renfort pour pallier à tous ces problèmes de dégradation de sol.
Maurice est l'un des seuls professionnels à utiliser cette technologie venue d'Autriche, une sorte de téléphérique qui permet de transporter 4 tonnes de bois en une seule fois sans aucun dégât. Un système qui suppose toutefois la formation d'une équipe très soudée au service du respect de l'environnement forestier. Point d'orgue de notre itinéraire, le château du Haut-Königsbourg est sûrement l'une des images les plus célèbres d'Alsace. Elle n'en reste pas moins l'une des plus saisissantes.